On est au plus haut de la statue, mais on est aussi au plus haut de Marseille, à 215 mètres d'altitude. C'est très impressionnant. On a les Calanques, la mer, les îles du Frioul et la petite île de Vent qui est le Château d'If. C'est la rade de Marseille. Dans quelque direction qu'on se tourne, il n'y a aucun obstacle. Et on voit le grand hémicycle des collines de Marseille qui se déroule. Depuis le 19e siècle, la Bonne Mère veille sur la cité phocéenne. Un chantier pharaonique va bientôt démarrer. La statue et son socle doivent être entièrement restaurés. C'est exceptionnel, puisque c'est seulement tous les 35 ans qu'on arrive jusqu'ici. On voit le visage de la mer, ses yeux qui regardent l'entrée du Vieux-Port. Et puis là, on a l'enfant, lui, il a la tête un peu plus inclinée, et avec ses mains, il bénit la ville. On est sur une statue qui fait 10 mètres de haut, et on a une exécution et une finesse incroyables. Mais quand on regarde dans le détail, il manque de la dorure, et on a le vert qui apparaît, c'est de la corrosion. On a des petites pustules vertes. Ça, ce sont les endroits où le sel marin est rentré, il s'est concentré, et ça a abîmer tous les fonds. Arrivé à cet état de dégradation, il est urgent d'intervenir. Pendant 10 mois, artisans et compagnons vont se succéder au chevet de Notre-Dame de la Garde. C'est tout un symbole, il est très beau et le visage c'est important. Lors d'un chantier exceptionnel. Il faut que tu fasses le tour de la statue pour la mettre de l'autre côté. C'est le couronnement de la Vierge Marie, mais le couronnement du chantier aussi. Le corps de Christ. Notre-Dame de la Garde est un grand lieu de dévotion pour les Marseillais. Ça nous rassemble, hein. C'est quelque chose qui fédère les habitants de Marseille. On y monte, que l'on soit croyant ou non, chrétien ou d'une autre religion. C'est grâce à l'engagement de tous que la Bonne Mère peut être restaurée. Ils sont venus, ils sont tous là. Tout Marseille s'est déplacé pour te dire notre affection. Ô Notre-Dame de la Garde, veille sur nous. Voyage dans les coulisses de la renaissance de la Bonne Mère. Chaque matin, dès que l'on abaisse le pont-levis, les Marseillais se pressent à la basilique pour retrouver leur Bonne Mère. Avant l'an 1000, cette colline s'appelait déjà la colline de la Garde. C'est d'ici qu'on regardait la mer, qu'on regardait l'entrée du port. Et puis il y a une deuxième garde, c'est la garde spirituelle qui démarre discrètement au début du XIIIe siècle. Un moine monte vivre ici une vie retirée, une vie d'ermite. Très vite vont monter des confréries de pêcheurs, de marins, en pèlerinage auprès de ce petit ermitage. Et puis il y a une troisième fonction, une troisième garde, c'est la garde militaire. Au début du XVIe siècle, François Ier, qui revient d'Italie, exige qu'à Marseille on construise un fort ici à Notre-Dame-la-Garde et un deuxième au Château d'If. Ce fort entoure alors la petite chapelle existante. Sa présence sert encore d'assise à la basilique actuelle. Ce qu'on aperçoit ici, ça c'est le bastion royal, c'est la proue en quelque sorte du fort. Ensuite le fort, c'est un grand quadrilatère qui court tout autour de la basilique. Au XIXe siècle, l'affluence des pèlerins nécessite la construction d'un édifice plus grand. À partir de 1853, tout bascule. Le fort s'efface en quelque sorte, il ne sera plus qu'un socle sur lequel va s'élever la basilique de Notre-Dame de la Garde. On n'a plus besoin d'une garde militaire, reste la fonction spirituelle. La chapelle d'origine est détruite. Elle est remplacée par une basilique d'inspiration romano-byzantine, surmontée d'une statue de la Vierge à l'Enfant monumentale. C'est une architecture qui est très sobre. Par l'alternance des pierres vertes et blanches en façade, on aura une ouverture à la Méditerranée, Cordoue d'abord, et en intérieur, avec ces mosaïques. On est en Italie et on est aussi pas très loin d'une façon imaginaire de Constantinople.
Au plafond, on a ce qu'on appelle des smaltes. Ce sont des pièces de mosaïque qui viennent de Venise, qui sont de la pâte de verre de toutes les couleurs. Et ici, il y a des centaines de couleurs. Et puis, ce sont des mosaïques à fond d'or. C'est donc cette conjonction d'une époque très optimiste et très courageuse, avec une technique nouvelle qui permet d'arriver à ce décor, cette œuvre absolument inouïe dans sa richesse. Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour, alors c'est pour qui? Gabriel. Gabriel, et toute la famille là? Un samedi par mois, de très jeunes paroissiens ont rendez-vous à la basilique. Il a son saint patron juste là-haut, l'archange Gabriel, qui annonce la venue. Voilà, c'est la scène de l'Annonciation. Âgés de quelques semaines à peine, ils vont être présentés à la Bonne Mère. Bienvenue. Merci. Vous venez pour qui? Pour Joseph. Joseph, mais c'est beau. Joseph, Gabriel, Marie, Joseph, c'est extraordinaire. Bénis ses enfants, bénis Joseph, bénis Marie, bénis Gabriel. Les parents, vous allez venir présenter les enfants à la Vierge Marie. Prenez votre temps, présentez-les lui vraiment. De tous tes enfants, Moi-même petite, j'ai été présentée à la Vierge et donc pour moi c'était vraiment essentiel qu'il soit présenté à la Vierge pour qu'il soit protégé, qu'il soit soutenu et aidé dans son parcours de vie. Ça a été très difficile d'avoir Gabriel et on a dû être aidés. Et si vous voulez, pour nous, c'est très important j'ai beaucoup prié, beaucoup. La garde son nom. J'aime beaucoup ce lieu. D'abord parce qu'on est très près de la statue de la Vierge Marie et l'on voit que Jésus porte une ancre qui est le symbole de l'espérance. Ici, on voit un bateau, il a une voile bleue et blanche. Certains pensent que ce sont les couleurs de l'OM. Il s'agit en fait des couleurs de la Vierge Marie. Sous ce bateau, on voit des flots agités, avec des animaux marins qui n'ont rien de très sympathique. La barque de l'Église vogue sur les flots agités du monde, avec le Christ pour pilote et Marie qui soutient l'Église de sa prière. Ce médaillon me touche parce que j'y vois l'expérience des pèlerins qui montent ici à la Bonne Mère. Ils arrivent très souvent avec les flots en furie de leur propre cœur, les flots du monde. Et puis, par la prière ici, ils repartent plus légers en ayant déposé au pied du Seigneur ce qui est lourd. C'est un point de repère géographique et c'est un point de repère existentiel aussi. En montant là-haut, en voyant d'autres, dans ce recueillement qui caractérise ce lieu, alors on retrouve le chemin vers l'intériorité. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Et je pense que ce qui change, c'est qu'effectivement, on redescend avec une intériorité en plus. Du souffle en moins, mais de l'intériorité en plus. La Bonne Mère, on la voit de partout. Dès qu'on rentre dans la rade de Marseille, que ce soit par le nord, l'est, le sud, on la voit immédiatement. Et c'est un bonheur. Puis c'est un symbole d'universalité, c'est un symbole de bienveillance. Et puis ça nous rassemble, hein. C'est quelque chose qui fédère les habitants de Marseille. Jean-Robert Varaillon-Laborie est un ancien commandant de bord. Il pilotait un ferry qui traversait régulièrement la Méditerranée. Durant ma navigation entre Sète et Tanger, il m'a été donné de pratiquer un sauvetage de migrants après le départ de Tanger dans le détroit de Gibraltar. C'est de 9 jeunes sur un engin de fortune, par mauvais temps, de nuit. Les matelots étaient sur l'aileron à l'extérieur. Ils faisaient la veille parce qu'il y avait beaucoup de trafic. Et ils ont entendu hurler, on a réussi à les trouver avec le projecteur de recherche. Et on a pu les sauver, ce qui était vraiment un grand soulagement. Je me suis toujours confié à la Bonne Mère avant des traversées, dans des périodes difficiles. Et là, je suis certain que je l'ai fait aussi, en fait. Après ce sauvetage, l'ancien marin offre à Notre-Dame de la Garde un ex-voto qui représente le navire qu'il commandait. D'ordinaire, un ex-voto, c'est pour remercier
d'une grâce particulière quand on a frôlé la mort, quand on a frôlé l'accident. Dans le cas présent, c'est un peu différent. C'était de remercier d'avoir pu sauver des vies, en particulier d'avoir pu sauver des vies de migrants. Et de le mettre à la Bonne Mère est particulièrement important pour moi, au sens où la Bonne Mère, elle est là, elle veille sur Marseille, cette ville d'immigration, et elle est vue de la mer et elle voit la mer. Sur le monument aux disparus en mer, Jean-Robert fait rajouter une inscription dédiée aux migrants. Faire des sauvetages de migrants en mer, c'est quelque chose qui ne laisse pas indemne. Je veux dire, c'est quelque chose qui laisse une trace indélébile. Lors de son voyage à Marseille, le pape François a rendu hommage aux migrants qui ont péri en Méditerranée. Il a tenu à se recueillir sur le parvis de la basilique devant cette stèle. Le pape François était ici, en présence d'ailleurs de tous les représentants des religions présentes à Marseille. Son homélie a été centrée sur le drame de l'immigration et sur la nécessité absolue pour nous tous d'avoir une posture d'accueil en direction des migrants, sans chercher à savoir pourquoi et quelles sont les raisons. Nous sommes réunis en mémoire de ceux qui n'ont pas survécu. Laissons leur tragédie nous toucher. De l'autre côté de la Méditerranée, une autre basilique a été édifiée quelques années après Notre-Dame de la Garde, face à la mer, sur les hauteurs d'Alger. Notre-Dame d'Afrique est considérée comme la sœur jumelle de la Bonne Mère. Ces deux basiliques et ces deux statues de Marie se font face et se répondent. Ça évite de penser la Méditerranée comme une frontière. Elle est bien un pourtour. Elle est bien un ensemble. Et ces basiliques qui sont là, elles sont extrêmement visitées. Notre-Dame d'Afrique, c'est plus de 350 000 personnes qui y rentrent chaque année, qui la visitent. Et sur ces 350 000, eh ben, c'est 98%, 19% de musulmans, d'Algériens. Elles sont portées par une dévotion populaire à Marie, parce que Marie est importante, y compris dans l'islam. Marie est représentée au centre du chœur, avec de la faïence algérienne. Et elle est là, toute simple, belle, souriante et les bras ouverts. Il y a cette grande inscription qui est là depuis l'origine et qui est « Marie, priez pour nous et pour les musulmans ». C'est très beau parce que tout musulman qui rentre dans cette basilique se dit « bah oui, on est concerné, Marie prie pour nous ». Cette ferveur populaire de personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui viennent trouver quelque chose, ça c'est très très touchant. Aujourd'hui, plus encore à Alger qu'à Marseille, c'est des lieux qui, par leur histoire et leur géographie, rapprochent des croyances ou des cultures différentes. C'est des lieux qui favorisent la paix parce que ça favorise la rencontre entre des gens qui croient en Dieu, mais pas de la même façon. Là, je fais un peu comme les Marseillaises et les Marseillais, cette petite montée vers la Bonne Mère, comme un pèlerinage, et pour aboutir ensuite en haut à une vue magnifique sur la ville à 360 degrés. Édouard de Taille a pour mission de trouver des mécènes pour financer le chantier. Ce sont des statues d'argile, dorées à la feuille d'or, qu'on a éditées en 1000 exemplaires pour se souvenir de ces travaux de restauration de la Bonne Mère. La particularité de Notre-Dame de la Garde, c'est que c'est une propriété privée. Elle n'est ni inscrite, ni classée. Le diocèse de Marseille prend en charge l'intégralité de l'entretien et de la restauration de la statue. Comme ils n'ont pas les moyens de le faire parce que ça représente des montants très importants, ils sollicitent depuis toujours les Marseillaises et les Marseillais et aussi les entreprises. On a l'habitude de demander la protection de Notre-Dame de la Garde, de la Bonne Mère, mais là c'est l'inverse. C'est la Bonne Mère qui vient nous dire « aidez-moi ». Pour cela, Édouard a sollicité des entreprises centenaires. C'est la plus ancienne savonnerie de Marseille. C'est une des dernières à encore fabriquer le véritable savon de Marseille. On est ici vraiment au cœur du process, la salle des chaudrons. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, bah, c'est ici que la magie se passe. Là, on est vraiment à ce qu'on appelle la saponification, la réaction chimique entre l'huile végétale et la soude, qui va nous donner notre première base de savon. Donc c'est assez violent, hein, c'est une réaction chimique, on dirait un petit volcan. Et c'est quand même du savon chargé en soude là actuellement à 90 degrés. C'était un métier assez dangereux. Il y a eu des accidents et c'est pour ça que toutes les savonneries ont une petite statue de la Bonne Mère qui les garde et qui porte chance. Le lien est là, elle protège.
Une gamme de savons estampillés Notre-Dame de la Garde a été spécialement créée. Sur chaque pièce vendue, une partie est versée pour la restauration de la basilique. Magnifique. Arnaud Pellegrin, joaillier de père en fils, a fabriqué une médaille en nacre. Elle est vraiment réussie. Pour le chantier. Ça renvoie des reflets où on arrive à voir le drapé de Marie. On arrive même jusqu'à voir l'expression sur les visages. J'adore. Ah oui, non, c'est vraiment très très beau. On voit bien les mains de l'enfant levées vers Marseille, vers les Marseillaises et les Marseillais. On est plutôt fiers de participer parce que des travaux de qualité comme ça, moi qui aime beaucoup le travail artisanal... C'est le but. Ce qui est important, c'est aussi de montrer le savoir-faire du territoire. Et là, c'est juste exactement ce qu'on voulait faire. Bravo, hein. Édouard accompagne une donatrice un peu particulière. On a de la chance pour le temps. Eh oui, la bonne mère est avec nous, elle nous protège aujourd'hui. Sophie Kessler-Matière est viticultrice. Elle veut offrir des pierres de son terrain pour le chantier. On est sur la carrière du domaine de Château-Calissane, entre la Sainte-Victoire qu'on voit ici, l'étang de Berre un peu plus loin. Au XVIIe siècle, ils ont ouvert 2 grandes entailles qu'on a ici en face de nous. Et en 1852, ils sont venus extraire les pierres qui ont servi à la fois pour la construction de la basilique Notre-Dame de la Garde, mais aussi pour la cathédrale de la Major. Ah, c'est impressionnant, hein. Ah oui. De là-haut, on ne se rend pas compte que c'est aussi majestueux, quoi. C'est très très haut. Hein. On arrive ici sur le pont qui a été construit au XVIIIe siècle pour acheminer les pierres. Voici quelques blocs qui pourraient servir. Et on se dit, la pierre de Calissane, elle est grise. Non, à l'air libre, elle est grise. Mais une fois qu'on l'a taillée, elle est blanche. Ouais. C'est exactement la couleur des pierres qu'on retrouve à Notre-Dame de la Garde. Et est-ce que la carrière est encore ouverte? Alors la carrière est fermée depuis presque un siècle. Mais on a le droit de prendre des pierres qui sont au sol, comme ces blocs qu'on voit ici. C'était peut-être des pierres qui étaient pour la construction de la Bonne Mère. Moi, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, si ça convient aux tailleurs de pierre, elles repartiront. C'est vraiment magnifique. On est au milieu d'une très jolie carrière avec un écho assez extraordinaire. Parfait. Alors, on pourrait presque dire une messe, hein, en l'honneur de la Bonne Mère. Il faudra l'organiser. J'ai eu les larmes aux yeux quand on m'a dit on va venir chercher des pierres. Parce que c'est un peu d'histoire qui continue, ce lien particulier entre la carrière de Château-Calissane et la Bonne Mère. Ça continue 160 ans après. Et ça, c'est beau. Et en plus, on peut la prier. Quelques semaines plus tard, c'est l'effervescence sur le chantier. Les pierres de Calissane sont entre les mains des compagnons. Pour un tailleur de pierre, c'est précieux. En plus, c'est de la très belle pierre qui est de la région. Là, on travaille sur le socle de la statue. L'intérieur a été abîmé par le vent, parce que les vents tourbillonnent à l'intérieur du socle. Et du coup, on remplace ces pierres-là, qui sont les oculis par là où rentre le vent, en fait. On s'aperçoit qu'elle résiste très bien. Et puis, elle est très belle aussi. Une fois taillée, elle est très belle à regarder, quoi. Un peu plus haut, la Vierge retrouve son éclat. Après la chevelure, c'est au tour d'une zone particulière d'être dorée, le visage. On essaye de suivre des lignes assez droites, de bien poser nos feuilles, qu'elles soient bien lisses, de ne pas avoir de cassures. C'est très délicat parce qu'en fait la feuille d'or est très fine, donc c'est assez fragile. On respire toujours, mais on évite de respirer trop fort. Il faut jouer avec notre souffle, avec le vent. C'est vraiment un métier de patience, de minutie. Ça s'apparente également un petit peu à de la méditation, à mon sens. Et une fois qu'on maîtrise les bases, c'est quand même très relaxant. C'est une chance de pouvoir participer à ce chantier, surtout que c'est la première Vierge que je redore, donc non, c'est le chantier d'une vie. C'est tout un symbole, pouvoir dorer le visage, il est très beau et le visage c'est important. J'essaye de faire d'abord les parties les plus planes et ensuite plus je me rapproche de parties qui sont en creux, je fais en sorte que la feuille se courbe, qu'elle prenne un pli et hop, je vais appuyer pour qu'elle aille dans le creux. Et en fait tout se lisse
Et tout se comble et tout se remplit et c'est la magie. L'époussetage permet d'enlever tous les surplus d'or qui n'ont pas collé à la sculpture. Et du coup, tous les volumes réapparaissent, le visage entièrement. C'est là qu'on se rend vraiment compte du résultat final. La dorure est très belle, très brillante. On est pressé de voir le chantier entièrement terminé. Arthur Raffine, l'un des architectes du chantier, vient voir l'avancement de la dorure. La feuille, ça révèle aussi les traces de l'outil du sculpteur. Vous en avez là aussi. Là. Voilà. C'est presque à la fois l'épiderme humain qui apparaît et la trace de l'outil de l'artiste. Le résultat est très très beau. Ouais. Bravo Chayel, bravo Camille. Aujourd'hui, on a posé 750 feuilles pour le visage, le cou et tout le pourtour de la chevelure. Il y en a entre 30 000 et 35 000 qui vont être posés. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à lui redonner non seulement son intégrité, sa beauté, et aujourd'hui avec les feuilles d'or, sa divinité. Travailler dans un monument tel que Notre-Dame de la Garde, c'est quelque chose d'extraordinaire humainement, mais surtout spirituellement. On a la responsabilité de tous ceux et celles qui viennent prier la Vierge Marie ici à Marseille. Sophie Kessler-Matière est invitée par le père Olivier Spinoza à assister à la pose des dernières feuilles d'or. C'est un moment très émouvant, mon père, d'avoir la chance de l'avoir aussi proche, à nous regarder les yeux dans les yeux. C'est une grande, grande chance. Le fait de la redorer montre qu'elle brille de l'intérieur. C'est vraiment un émerveillement. Et à chaque fois que je la vois de plus en plus dorée, elle me rappelle que l'humanité est appelée à la lumière. De se retrouver devant elle, les yeux dans les yeux, et se dire, mais ma mère, ma bonne mère, Sainte Vierge, vous êtes là. C'est extraordinaire. Ça sera certainement un des moments les plus forts dans ma vie. Ce matin, la bonne mère retient son souffle. Une opération de grande envergure se prépare. Cet hélicoptère vient chercher un précieux colis au pied de la basilique. C'est le couronnement de la Vierge Marie et le couronnement du chantier aussi. Il faut que tu fasses le tour de la statue pour l'amener de l'autre côté. Cette caisse contient la couronne de la Vierge, entièrement réparée et redorée. C'est un nouveau règne qui commence. Alors merci, c'est grâce à chacun de vous qu'elle rayonne vraiment de tous ses feux. Deux mois plus tard, les échafaudages sont entièrement démontés. Ce qui est extraordinaire vu d'ici, c'est le foisonnement et les enroulements du vêtement avec juste les bras de l'enfant et la main de la Vierge qui le porte. La Bonne Mère aujourd'hui, elle est éclatante. C'est un miroir doré. Avant le chantier, certains se disaient, mais pourquoi on va encore la redorer? Elle brille encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moindre petite parcelle d'or rayonne. Et aujourd'hui, tout le monde en profite, même de très très loin. Xavier David poursuit son ascension pour découvrir un point de vue inédit. On est dans un cadre vraiment du 19e siècle, de la pierre, du fer, et puis la feuille d'or là-haut. Là, j'arrive dans la tête, et là, je suis au niveau des yeux. Et la belle surprise, c'est que les yeux ont été dorés. Et là, on aperçoit l'entrée du Vieux-Port. Elle regarde ceux qui quittent Marseille, elle regarde ceux qui reviennent en bateau. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est la découverte d'une Vierge qui est une belle femme avec des cheveux dans le dos, elle n'a pas de voile. C'est une femme qui a la tendresse pour son fils. C'est cette mère-là que les Marseillais ont dans leur cœur. Ce chantier représente quelque chose qui concerne le sens de la vie. En restaurant ce bâtiment, on fait du bien à beaucoup de personnes. Et donc ça, on l'a senti au fur et à mesure. Et puis ce qui est impressionnant aussi, c'est le nombre de Marseillais qui ont contribué. On savait que c'était un chantier qui était rendu possible par l'attachement d'un grand nombre de personnes à ce qu'il représentait. À l'abbaye Saint-Victor, les Marseillais viennent célébrer la fin du chantier lors d'une messe exceptionnelle. Dieu a fait beaucoup de cadeaux aux Marseillais. La lumière éclatante du soleil, le bleu infini de la mer,
Mais le plus beau cadeau qu'il leur ait fait, c'est la Sainte Vierge. C'est une très très grande joie qui nous situe dans la grande suite des générations de Marseillaises et de Marseillais pour qui Notre-Dame de la Garde fait partie de la famille. Ils sont venus, ils sont tous là. Tout Marseille s'est déplacé pour te dire notre affection. Seigneur, daigne bénir cette statue restaurée. Ô Notre-Dame de la Garde, veille sur nous.